Voilà, c'est bon. Donc, bienvenue à tous et à tous sur la dernière séance du festival Food Justice. Donc, ce soir pour la conférence débat avec Philippe Cointreau de l'association Solagro sur le thème de la face cachée de notre consommation alimentaire. C'est Jacob Dimon qui va animer, qui va se présenter. Donc, moi, c'est l'association Amis Étoilés qui co-organise le festival avec le groupe Mindchanger Food Justice. Je te laisse la parole. Bonjour Philippe et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jacob Dimon, étudiant en Master 2 Gestion des territoires et développement local à l'Institut d'Auvergne du développement des territoires de Clermont-Ferrand. Et ce soir, ce sera moi qui animerai effectivement cette séance de conférence, débat. Je fais effectivement partie du projet Mindchanger, comme tu l'as mentionné, Nathalie. C'est un projet qui se veut pour pour réfléchir en fait à l'ensemble des problématiques liées à l'alimentation et notamment l'alimentation durable et l'accès à une alimentation de qualité au plus grand nombre. On aura l'occasion sûrement d'en reparler par la suite, mais on a plusieurs projets qui sont en cours et on pourra en reparler à la fin de votre présentation pour faire des liens et des parallèles. Donc, pour introduire un petit peu la présentation, la France en fait est j'ai regardé effectivement l'ouvrage que vous avez, l'étude que vous avez réalisée, et donc on se rend compte que la France est un pays qui est très bien inséré dans la mondialisation. Il y a énormément d'échanges liés du coup à notre alimentation, mais pas que, au niveau des surfaces agricoles qui sont utilisées dans le monde pour soit importer, soit exporter, donc au niveau de la France. Et donc, la France, en fait, s'avère être un pays assez, finalement, dépendant de l'étranger, mais comme beaucoup de pays dans le monde, finalement. Par exemple, des produits que nous importons nécessitent une surface de 14 millions d'hectares hors de nos frontières, soit 25% de la surface de la France. Et donc, pour la plupart, ces productions génèrent d'importantes pressions sur l'environnement, que ce soit au niveau de la déforestation, de l'assèchement des nappes phréatiques, l'épuisement des sols, par un usage intensif de pesticides, la réduction, la perte, l'extinction de la biodiversité, l'organisation aussi de la logistique pour acheminer toutes ces productions qui émettent de nombreux gaz à effet de serre. Et donc, à partir de votre enquête et de la publication de cet ouvrage, vous avez mené un petit peu l'enquête sur cette préoccupation non pas nouvelle, mais c'est plutôt sur les méthodes employées, les techniques de calcul, je pense, qui est assez innovatrice et inédite, et à savoir celle de notre consommation alimentaire et ce que ça engendre en fait sur les grands enjeux environnementaux et sociaux à l'échelle planétaire, donc de l'importation et de l'exportation de l'ensemble des denrées liées à l'alimentation. Et donc, au cours de cette enquête, du coup, on va essayer de voir un petit peu plus en détail. Vous allez un petit peu nous présenter les résultats de l'enquête, de la méthode, éventuellement quelques exemples qui seraient parlants pour nous, consommateurs français, lambda, et éventuellement les raisons qui expliqueraient que notre système alimentaire n'est pas durable, et essayer d'expliquer un petit peu pourquoi, et essayer de voir si éventuellement il y a des leviers. Donc, je vais vous laisser la parole, Monsieur Cointreau. Vous êtes co-directeur de Solagro à Toulouse, agronome spécialisé dans l'agroécologie et l'évaluation agro-environnementale.
Et donc, l'ouvrage La face cachée de nos consommations, quelle surface agricole et forestière importée, donc, a été publié en mars 2022 donc par Solagro. Et donc, je ne sais pas si voilà, vous pouvez expliquer un petit peu peut-être la genèse, l'historique un petit peu de cette étude, dans quel cadre elle s'insère. D'accord. Bah, écoutez, bonjour à tous et à toutes et merci à Anis Étoilé pour son invitation. C'est vrai que depuis le confinement, avec ces visios en Zoom, ça a beaucoup d'avantages, des inconvénients aussi, mais ça permet d'être avec vous aujourd'hui alors que ça aurait été compliqué de faire Toulouse-Clermont-Ferrand en voiture parce qu'on peut difficilement faire autrement. Alors, concernant la genèse, en fait, à Solagro, et principalement moi, je me pose toujours la question qui était la France nourrit le monde. Voilà, on a beaucoup entendu ça, mais bon, ça remonte déjà à 10 ou 20 ans. Moi, c'est toujours une question qui m'a interpellé. Je trouvais que c'était un peu plus compliqué que ça. La réponse, c'est que globalement, on peut dire que la France nourrit le monde dans la mesure où la France, vous allez voir, exporte quand même plus de denrées alimentaires qu'elle n'en importe. Mais en fait, elle est, comme tu l'as dit très bien, totalement insérée dans la mondialisation et qu'elle exporte beaucoup, mais qu'elle importe beaucoup, quoi. Donc la réponse est quand même beaucoup plus nuancée que ça. Voilà. Alors après, on a vraiment travaillé sur donc à la fois le périmètre, c'était l'agriculture. Et donc, comme tu l'as dit, dans l'agriculture, il y a des produits alimentaires et des produits non alimentaires. On le verra tout à l'heure. Et dans les produits non alimentaires agricoles, on peut trouver aussi bien le coton, le caoutchouc très présent à Clermont-Ferrand pour faire des pneus, mais aussi des huiles de soja, de tournesol, de colza qui vont servir dans les agrocarburants de nos moteurs diesel. Voilà, même dans des produits qu'on peut retrouver dans les cosmétiques, etc. Et puis, il y a aussi qu'on a pris en compte dans ce travail-là, la forêt, qui n'est donc pas une surface agricole, mais qui est quand même en grande interaction, puisque quand on déboise la forêt, on fait de l'agriculture, donc tout ça est assez connecté, quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Comme je vois qu'il y a quelqu'un de FNE, je voulais saluer parce que j'ai été quand même 17 ans administrateur national à France Nature Environnement dans mon parcours associatif. Et là, actuellement, je suis aussi administrateur à la Fondation Terre de Liens, puisque vous avez quelques projets phares sur Clermont-Ferrand, si je ne m'abuse. Et puis, on a aussi accompagné le Grand Clermont et le PNR du Livradois-Forez dans son plan alimentaire territorialisé. C'était le premier qu'on a fait et un des premiers en France. Par contre, je n'ai aucun. C'était une mission intéressante, novatrice, on va dire, mais on a produit beaucoup de choses, notamment on a décliné quand même notre scénario After 2050 sur ce périmètre-là. Par contre, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais on pourra peut-être en discuter à la fin de ma présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer de suite dans le vif du sujet. Alors, je vais partager ma présentation. Attendez 2 petites secondes. Hop, partager l'écran. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, c'est bien, vous voyez bien, hein? Oui, très bien. Bon, OK. Alors, c'est parti. Alors, juste pour compléter sur Solagro, donc c'est une association qui a été créée en 1981 par des étudiants, des profs d'agronomie, des agriculteurs. Donc, on fêtera nos 40 ans cette année. Voilà. Et bon, on est 40 personnes aujourd'hui à travailler, donc on est, je dirais, une start-up à croissance lente, puisqu'on crée un emploi par an en moyenne. Et parmi nos objectifs, il y avait quand même créé des biens communs ou notamment des outils communs pour accompagner et accélérer la transition écologique. Donc là, je vous montre un peu les qui nous concernent un petit peu aujourd'hui. Dans un des plus vieux outils, c'était Dialec, qui est un outil qui permet de faire des diagnostics agro-environnementaux sur des exploitations agricoles, qui est toujours en ligne. Il a été mis en ligne en 2006. Osae, c'est une plateforme
qui présente des témoignages d'agriculteurs engagés dans l'agroécologie, avec beaucoup d'agriculteurs bio, mais pas que. Donc là, vous avez une quarantaine de fermes. Donc là, si vous voulez, avec des vidéos. Donc là, c'est vraiment une plateforme intéressante si vous voulez aller voir différents systèmes, que ce soit des gens qui ont des vaches laitières, des bovins viande, des moutons, du maraîchage, etc. After 2050, c'est notre scénario de transition agricole, alimentaire et d'usage des terres qu'on a démarré en 2006. Voilà, que vous pouvez, il y a une plateforme dédiée aussi et on fera une version 3 qu'on publiera l'année prochaine. RBA, c'est un outil qui présente la lutte biologique, donc un outil pour se sortir des pesticides, qui est un vrai problème. Voilà, donc pour accompagner les agriculteurs à développer la lutte biologique. Et Canary, c'est leur dernier outil sur les questions de changement climatique et d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Question très prégnante cette année. Voilà. Alors, donc nous, on a fait un petit peu notre évolution à Solagro en 2010, avec notamment qu'on a commencé à travailler sur notre scénario où on s'est rendu compte qu'il fallait changer de paradigme et passer du système agricole au système alimentaire. Et de cette façon-là, ça nous a permis d'ouvrir totalement notre horizon et d'avoir des leviers beaucoup plus puissants pour changer l'agriculture, puisque normalement, l'agriculture devrait répondre aux enjeux alimentaires. Donc, on avait bien entendu notre scénario et notre plateforme agroécologie qui nous donnait des exemples concrets de fermes qu'on imagine, fermes du futur, avec un lien direct sur l'environnement. Et on a eu la chance aussi de participer à un programme de recherche qui s'appelait Bionutrinet, piloté par l'INSERM, qui avait pour objectif d'évaluer l'impact sur la santé et sur l'environnement de régimes bio. Donc, on a suivi une cohorte de 30 000 personnes et ça nous a permis donc d'avoir, avec l'alimentation, ce lien sur la santé. Donc, c'est vrai que quand on raisonne au niveau du système alimentaire, on peut travailler et sur la santé et sur l'environnement. Voilà. Alors après, je vous ai mis un petit peu ces images pour planter un petit peu le décor sur la vision que pouvaient avoir les différents acteurs sur l'agriculture de demain. Donc, il y avait la vision de Ford en 1974, donc ça fait quand même 46 ans. Finalement, il ne s'est peut-être pas tant trompé que ça. Donc, une vision de l'agriculture sans agriculteurs, sans arbres, sans biodiversité. Voilà, il y a même un drone. Voilà, donc ça, c'était la vision de Ford. Elle se réalise en partie, hein, puisque je pense que dans pas longtemps, aujourd'hui, les tracteurs peuvent être conduits par GPS sans toucher le volant, mais on n'a pas encore l'autorisation de les laisser sans chauffeur, mais l'autorisation ne devrait pas tarder. Puis on a les robots de traite. Enfin voilà, donc cette agriculture hyper mécanisée, hyper robotisée, elle est en cours. Voilà. Mais il n'y a pas que celle-là, heureusement. Après, il y avait une image du métro parisien plus récente de Uber Eats, qui est finalement peut-être pire que l'autre, où en fait, ils nous prédisent la fin de la cuisine, 0 minute de cuisine, avec faites-vous livrer là où la vie vous mène. Donc, c'est vrai que le jeune garçon est très beau, il mange végétarien, mais en fait, il mange tout seul quand même. Parce que, voilà. Donc, il cuisine plus, et c'est pas du tout ce qu'on veut non plus. Et nous, on est plutôt dans cette vision collective des repas, voilà, où on aura un peu fait évoluer notre alimentation, mais on aura gardé toute la convivialité, où les gens continueront à cuisiner, à prendre du plaisir à table, et donc à respecter à la fois les paysans et les denrées alimentaires. Voilà. Après, sur les questions de régime, bah, je vous en mets deux extrêmes, hein. Le régime végétarien, ça s'est pris au Népal. Vous voyez, pas beaucoup de produits animaux. Voilà, le repas est là. Le repas de McDo, très carné, qui mélange aussi le fromage avec beaucoup d'huile, qui est pas du tout top pour la santé, mais qui contient beaucoup de protéines végétales. Puis je vous ai fait un petit clin d'œil à nos Ukrainiens, là, parce que j'en ai deux en ce moment qui sont là depuis 3 mois à la maison, avec la soupe borsch à la betterave. Voilà. Alors, encore pour planter le décor, pour avoir bien en tête que la France est quasiment le plus grand consommateur de protéines au monde. Donc, vous avez en vert les protéines animales et en rouge les protéines en rouge animales et en vert végétales disponibles.
On voit qu'en animal, on est dépassé d'1 gramme par les États-Unis, mais on en consomme plus en protéines totales. Puis après, il y a quelques pays comme l'Islande, voilà, mais qui pèsent pas grand-chose en termes d'habitants. Voilà. Et donc, on consomme en fait 1,7 fois trop de protéines par rapport aux recommandations de l'OMS. Et donc, finalement, ce qu'on a vu dans notre scénario after, ce que donnent aussi les résultats de Bionutrinet, c'est que si on veut vivre en bonne santé et aussi prendre en compte les enjeux environnementaux, il va falloir réduire la part du rouge, c'est-à-dire la part des protéines animales. La part de végétales, on peut même encore l'augmenter un peu. Voilà, et on voit très clairement, si vous comparez à l'Inde ou au Népal, vous voyez, l'Inde, c'est 12 grammes de protéines animales disponibles, quand nous, on est à 69, c'est-à-dire qu'on sont presque à 5 à 6 fois moins. Voilà. Donc après, face à la situation des grands défis mondiaux environnementaux, donc vous avez les chercheurs qui sont regroupés sous le terme de Heat-Lancet, donc des chercheurs qui sont aux États-Unis, au Royaume-Uni et aussi à Stockholm, qui ont dit que voilà, il y avait des limites planétaires. Là, ils en ont défini 6, hein, le changement climatique, avec notamment pour l'agriculture, les émissions de méthane et de protoxyde d'azote, le changement d'usage des sols, donc la disponibilité en terres arables, le cycle de l'eau, les questions d'irrigation, le cycle de l'azote, là, on va y revenir, donc la disponibilité en azote et en phosphore chimique, et puis les enjeux de perte de biodiversité. Donc, face à ces enjeux, ils ont essayé de voir, avec tous les travaux qui avaient déjà été faits, vers quel régime il faudrait tendre si on veut ne pas dépasser ces limites planétaires. Et ce qui ressort, c'est un petit peu dans le graphique. Donc, on va laisser tomber le bleu, qui est l'évolution du régime, mais finalement sans réduction de déchets. Le orange, c'est business as usual, c'est-à-dire, voilà, on ne change pas trop les tendances et on doit faire face aussi à une augmentation de la population, quoi. Donc, ce qu'on voit quand même globalement, c'est que là où ça va beaucoup changer, c'est finalement les produits animaux, où on voit clairement que dans les produits laitiers, ben, on va augmenter un petit peu, de fait notamment que l'augmentation de la population, mais surtout, on va baisser la consommation de viande rouge, d'œufs, et on va fortement augmenter les légumes secs et les fruits secs, bon, qui pèsent peu comme dans l'alimentation, mais qui sont importants. Alors là où il y a un questionnement, c'est sur les poissons. Là, on n'est pas forcément d'accord. Là, on voit qu'on a une augmentation de la consommation de poissons, alors que les travaux, notamment de la FAO, montrent que la pêche mondiale stagne depuis 40 ans quasiment, donc, et que les stocks en mauvais état de conservation augmentent. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une pêche durable aujourd'hui. Et face à une augmentation de la population, on peut difficilement avoir un scénario qui augmente la consommation de poissons de mer. Et c'est encore pire pour la France qui en importe énormément. Et puis concernant la pisciculture, il faut savoir que l'essentiel de la pisciculture, c'est la production de carpe en Chine. Donc je ne sais pas si ce modèle est forcément développable partout. Et puis ce qui est crevettes et saumon, qui est largement consommé en France, ça n'est pas sans impact, quoi. Voilà. Donc sur le poisson qui fait vraiment partie des aliments importants d'une alimentation saine, avec notamment les oméga 3, on a un problème qui est l'accès à la ressource. Voilà. Là, c'est aussi, pour finaliser là-dessus, avant de rentrer dans les questions d'importation, donc ça, c'est un petit peu le résultat du projet Bionutrinet qui compare finalement la différence de régime entre des consommateurs bio et conventionnels. Donc, les consommateurs bio, c'est des gens qui mangent 70% de produits bio. Les conventionnels, c'est ceux qui en mangent moins de 1%, quoi, dans un échantillon important, quoi. Et en fait, on voit très clairement là que finalement, il s'inscrit bien dans ce régime Heat-Lancet, y compris dans le régime promu par le Plan national nutrition santé, c'est-à-dire plus de légumes secs, plus de fruits à coque, hein, entre 3 et 4 fois plus de fruits et légumes et du végétal, à peu près 50% de plus, et puis globalement, moins de produits animaux, que ce soit du fromage, des produits laitiers,
de la viande de volaille, de la charcuterie ou de la viande. Voilà. Alors, ça, c'était un petit peu le contexte parce qu'en fait, cette question de régime inter qui vous intéresse beaucoup aussi, finalement, c'est aussi la clé des solutions. Donc, quand on va parler d'importation, il faut quand même avoir ça en tête. Donc, notre travail, là où il est original, c'est qu'au lieu de mesurer les flux d'import-export en dollars ou en euros, ou même en tonnes, on les a exprimés en hectares, ce qui donne une image beaucoup plus concrète de ces flux, quoi. Parce que quand on fait en tonnes, on additionne des produits qui peuvent contenir beaucoup d'eau avec des produits qui en contiennent peu. En euros, en fait, la balance commerciale de la France, elle est totalement explosée par le champagne, le cognac et les vins de Bordeaux qui représentent peu de surface mais une très forte valeur ajoutée. Donc le fait de passer en hectares, ça donne une autre analyse de tous ces flux, quoi. Donc l'essentiel des données vient de la FAO qui mesure par pays toutes les productions, donc en tonnage, en surface, donc en rendement, les pays où c'est exporté et donc les pays où c'est importé. Voilà. On a aussi les douanes françaises, notamment pour des produits comme tous les produits à base de coton, les vêtements, tout ça, les produits transformés, on ne peut pas les trouver dans la FAO. Et puis aussi pour les produits du bois. Voilà, donc la surface, on l'obtient tout simplement en divisant la quantité par le rendement du pays d'origine. Voilà, on essaie d'éviter les doubles comptes, donc pas compter deux fois. Par exemple, concernant le soja, donc vous savez que le soja, donc c'est un oléoprotéagineux. Donc quand vous le pressez, vous obtenez de l'huile, à peu près 50% d'huile, et le reste, ce qu'on appelle le tourteau, qui contient, donc on a enlevé l'huile, donc qui contient beaucoup de protéines et un peu de glucides. Et donc, c'est vraiment les deux produits qui viennent de la graine. Donc, quand nous, on importe du tourteau, pour faire cette balance, il faut revenir à la graine de soja, mais il faut faire une allocation pour ne pas compter deux fois la graine, quoi. Voilà. On a la même chose avec le cacao, avec le beurre et l'huile de cacao. Voilà. Après, des produits comme la bière, donc, qui est fait à base d'orge, bah, il faut avoir des coefficients de transformation pour passer de la bière à l'orge. Voilà. Après, les produits animaux, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas vraiment les données à la FAO. On ne peut pas revenir aux surfaces. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, y compris pour tous les produits du bois, on a pris, pour revenir aux surfaces, le rendement moyen en France. Voilà. C'est une méthode un peu simple, mais qui a le mérite d'être très claire. Voilà. Et donc, tout ça nous permet aussi de calculer ce qu'on appelle l'empreinte surface de notre alimentation. C'est-à-dire, quand vous avez la surface agricole de la France, que vous enlevez les surfaces non alimentaires, donc comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple le lin, et que vous ajoutez les importations et que vous enlevez les exportations, ça vous donne la surface dédiée à l'alimentation des Français, que vous divisez par la population et ça vous donne la surface nécessaire pour nourrir un Français. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Après, on avait fait une autre méthode, vous verrez aussi, donc avec le projet Bionutrinet où on avait les aliments consommés par des Français, le régime moyen, on va dire. De là, on peut revenir aux produits agricoles bruts. Connaissant les rendements, on peut revenir à la surface. Voilà. Donc, on a, nous, travaillé sur ces deux méthodes dans deux cadres différents et vous allez voir les réponses. Alors, il y avait la question aussi, pourquoi on a fait cette étude? En fait, on n'a pas eu de commande. Je dirais c'est Solagro qui s'est auto-saisi de faire ce travail-là, mais on a eu une aide quand même du Commissariat général au développement durable, le CGDD, donc qui dépend du ministère de l'écologie. On a donné notamment un peu d'argent pour faire la brochure, le livre que vous avez d'ailleurs, j'ai vu sur votre table, avec la maquette et tout ça, quoi. Voilà. Alors, voilà un petit peu les résultats qu'il faut retenir. Donc là, je démarre du plus global on verra plus détaillé. Donc on voit que en termes d'hectares, la France, si on prend uniquement les produits agricoles, le chiffre qui a été dit tout à l'heure de 14 millions d'hectares, ça comprend aussi les produits forestiers qui représentent 4 millions d'hectares. Voilà. Donc si on met de côté les produits forestiers,
on importe l'équivalent de 10 millions d'hectares et on exporte l'équivalent de 2,7, voilà, pour une SAU française qui est de 29 millions. Voilà. Donc, si on prend l'empreinte agricole de ce qu'on utilise et ce qu'on importe-exporte, ça fait 26,3 millions d'hectares. Et si on s'intéresse uniquement aux produits alimentaires, voilà, donc on exporte l'équivalent d'un peu moins d'un million d'hectares de produits non alimentaires. On exporte 12,3, donc là-dedans, il y a aussi 400 000 hectares de produits non alimentaires. Donc, ça fait au final une surface agricole en ayant enlevé les produits qui ne sont pas utilisés par l'alimentation, 27,4 millions d'hectares. Donc, ça nous donne au final, dans cette approche-là, une surface de 24,2 millions d'hectares situés en France ou à l'étranger, nécessaire pour nourrir les Français. Donc, si vous enlevez de là, si vous divisez par 66 millions d'habitants, ça vous donne une empreinte alimentaire de 3 670 mètres carrés, c'est-à-dire quand même un peu moins d'un demi-hectare. Voilà, c'est la surface pour nourrir un Français sur la période qu'on a considérée qu'une moyenne des années 2010-2006. C'est important aussi de se référer à une période parce que les choses évoluent très vite d'une année à l'autre pour plein de raisons. Et donc, et puis c'est bien de lisser un peu plusieurs années, quoi. Voilà. Alors, l'autre approche qui consistait à partir du régime alimentaire des Français et à partir de là, de calculer l'alimentation, en fait, vous voyez que si vous prenez le bâtonnet consommateur conventionnel, on arrive à 4 500 mètres carrés, sauf que là, c'est que pour des adultes. Donc, c'est vrai que si on prend en compte les petits et les très vieux qui consomment moins, ça réduirait un peu cette surface. Et globalement, bon, pour différentes raisons, elle est certainement surestimée. Donc, on va dire que 4 500 mètres, c'est vraiment la barre haute. Et on est plutôt donc, autour des 3 800 mètres carrés pour nourrir un Français. Ce que nous donne de plus dans ce travail à partir des régimes alimentaires, c'est qu'on voit clairement que 90% de notre empreinte surface est liée aux produits animaux. Donc, la viande bovine et un petit peu ovine, mais surtout bovine, le porc et la volaille, les produits laitiers. Donc, tout ça fait 90%. Et finalement, la surface dédiée aux produits végétaux consommés directement par l'homme est finalement très faible, puisqu'il ne représente que 450 mètres carrés qu'on dispatche en 218 mètres carrés de fruits et légumes, 113 mètres carrés de céréales pour faire les pâtes et le pain, 63 mètres carrés pour le café, thé, chocolat, surtout chocolat d'ailleurs, le vin, 35 mètres carrés, les oléagineux, 31, le sucre, 9, et les légumineuses, 4 mètres carrés, c'est vraiment le produit où vous pouvez vous lâcher. Voilà. Et les bio, comme ils consomment moins de viande, finalement, la part du végétal est plus élevée, représente 24%. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est ce qu'on a montré, c'est que les consommateurs bio, finalement représentatifs de la France, en consommant moins de produits animaux, ils réduisent leur empreinte surface de 23%. Quoi. Donc, c'est un peu comme ça qu'on imagine notre scénario After 2050 ou que Eat-Lancet imagine ce régime universel. C'est qu'en réduisant ces produits animaux, notamment dans les pays qui en consomment beaucoup, pas ceux qui en consomment peu, ben ça laisse du mou pour soit un peu extensifier les pratiques, soit éviter la déforestation, soit limiter les pressions, quoi. Voilà. Et puis faire face à l'augmentation de la population. Bon, ça, c'est une autre notion. Je pense que vous regarderez dans le livre, je vais essayer de vous l'expliquer, mais elle est un peu complémentaire, elle est importante parce que tous les ans, donc je crois que cette année, c'était le 5 mai, on annonce que la France a dépassé sa capacité et ou qu'on dit que voilà, il nous faut plus de 2 planètes pour satisfaire les besoins de la population mondiale. Alors, d'où vient cette méthode et ce calcul? Donc, c'est ce qu'on appelle l'empreinte écologique qui a été déployée par une structure américaine qui s'appelle Global Footprint Network, voilà, qui raisonne avec un métrique qui est bien la surface, mais avec ce qu'ils appellent les hectares globaux qui permettent d'additionner à la fois les surfaces agricoles, comme les cultures et les pâturages, mais aussi les forêts et la pêche, donc les surfaces dédiées à la pêche en mer, et aussi
l'énergie, c'est-à-dire notamment les surfaces qu'il faudrait allouer pour compenser nos émissions de gaz à effet de serre. On pourrait aussi traduire en les surfaces allouées pour substituer aux énergies fossiles des énergies renouvelables. Voilà. Ce qu'on voit donc dans ce schéma, alors les hectares globaux, vous avez des coefficients qui sont faits entre eux, qui permettent de passer de la forêt qui pèse moins que des cultures ou des pâturages. Et puis après, vous avez un coefficient aussi par pays, sachant que la France a des surfaces agricoles plus productives, par exemple, que le Liban. Voilà. Et donc, tout ça est pris en compte. C'est pour ça que globalement, la France dispose de beaucoup plus d'hectares globaux qu'elle n'a d'hectares en vérité. C'est parce que le métrique n'est pas exactement le même. Donc, ce qui fait qu'en France, la biocapacité est en fait de 2 hectares, alors que, y compris la forêt et la pêche, mais vous voyez très clairement qu'on ne dispose pas en réel de 2 hectares, puisque la surface française agricole, c'est 28 millions d'hectares. Si on rajoute les 17 millions d'hectares de forêt et qu'on divise par 66 millions d'habitants, on est largement, même si on rajoute un peu de zones de pêche, à moins de 1 hectare. Voilà. Donc ça, c'est la notion d'hectare global pour travailler à l'échelle de la planète. Et en fait, notre empreinte est supérieure à cette biocapacité. Mais si vous regardez les tableaux qui sont à droite, en fait, c'est essentiellement du fait de l'énergie. C'est-à-dire qu'on voit bien que, par exemple, si on prend les cultures, la biocapacité de la France, c'est 1,17 hectares global et qu'en fait, on a notre empreinte qui est de 0,88. Donc, c'est assez cohérent à ce que je vous ai dit avant, que la France exporte plus de denrées alimentaires qu'elle n'en importe. Pour les forêts, c'est pareil. Malgré le fait qu'on importe plus de produits du bois qu'on en exporte, c'est parce qu'on ne mobilise pas tout l'accroissement de nos forêts. Donc, on aurait la biocapacité à produire largement le bois qu'on consomme. Voilà. Donc, la différence, en fait, elle est finalement à toute notre consommation d'énergie fossile. Et c'est là que cette empreinte est intéressante, puisque si on veut tendre vers une économie sans énergie fossile, il va falloir quand même s'organiser. C'est-à-dire forcément diminuer notre empreinte, mais aussi développer les énergies renouvelables ou augmenter les surfaces en forêt pour compenser nos émissions. Voilà. Et en gros, c'est le challenge pour la France d'after 2050, où normalement la courbe rouge devrait rejoindre la courbe verte, sachant que la courbe verte ne devrait pas augmenter beaucoup. C'est compliqué pour la France d'augmenter sa biocapacité, puisque le territoire est fini et que les rendements agricoles n'augmentent pas vraiment et que les rendements forestiers, c'est un peu pareil. Voilà, donc ça, c'est encore un autre métrique, mais qui est important à connaître. Donc, je pense qu'il faudrait que vous preniez le temps de lire les 2 pages du livre qui sont consacrées à ça, si vous voulez vraiment en savoir plus. Alors, si on revient à la France, comme ça a été dit en introduction, à droite, on a donc là, on est ce qu'on appelle en importation nette, c'est-à-dire que quand on fait le moins et le plus. C'est-à-dire qu'on prend toutes les céréales qu'on exporte, on enlève les céréales qu'on importe. Dans la mesure où on exporte plus qu'on importe, ça va sur le camembert de droite. Tous les produits qui sont à gauche, ça veut dire qu'on importe plus dans cette catégorie qu'on exporte. Voilà. Mais on a fait l'addition et la soustraction. Donc en fait, ce qui ressort de la France, c'est que c'est avant tout un pays qui exporte des céréales, notamment du maïs, de blé et de l'orge. Voilà, c'est on va dire notre force ou notre caractéristique. 76% en surface de nos exportations. Après, on a un petit peu les produits laitiers. Voilà, on exporte notamment du fromage. Ça représente 14% des surfaces, parce qu'il faut beaucoup de surface pour faire du fromage. Les produits animaux, finalement, on est assez proche de l'équilibre, donc on est légèrement importateur net, même si, par exemple, on est exportateur net, même si on importe de la viande de mouton, par exemple. Voilà, on est aussi exportateur de boissons alcoolisées, je l'avais dit tout à l'heure. Et puis aussi, on exporte des cultures industrielles, notamment la pomme de terre et la betterave. Voilà. Donc ça, c'est le côté pile. Le côté face, c'est tout ce qu'on importe. Et là, on va y retrouver là-dedans les oléoprotéagineux, notamment le soja en gris,
Le café, cacao, thé, voilà, qui représente 18% de ce qu'on importe. Les produits du bois, là, il y a encore les produits du bois. Les fruits et légumes. On est vraiment un gros importateur de fruits et légumes. 50% de nos fruits et légumes sont importés, on le reverra. Les fibres végétales, notamment le coton. Et puis l'aquaculture, puisque aujourd'hui, pour produire du saumon, notamment, avant, il fallait beaucoup de farine de poisson. Donc là, on ne pouvait pas relier ça à des surfaces agricoles. Mais maintenant, en gros, on nourrit de plus en plus les saumons de Norvège avec du soja et des céréales. Donc, ça crée une empreinte de surface. Voilà globalement les grands flux. Alors, bon là, je vais passer sur les surfaces pour y revenir. Voilà. Et c'est là que si on additionne finalement, donc, si on regarde que tout ce qu'on importe, ça vous donne un patchwork. Finalement, on importe énorme, presque dans toutes les catégories de produits. Et finalement, c'est là qu'on arrive à nos fameux 14 millions d'hectares. Donc, plus du quart est représenté par les produits du bois, que ça soit des grumes, de la pâte à papier, du papier, des meubles. Voilà. Puis après, ben, on importe aussi des vaches, on importe des produits laitiers, on importe des moutons, des cochons, des volailles. On importe dans les céréales du riz, du sarrasin, aussi un petit peu de blé. Enfin voilà, il y a tout un tas de produits. Et quand finalement on totalise tout ça, ben, on s'aperçoit que ça devient énorme. Voilà. Alors, je vais zoomer sur quelques produits. Le plus important, ça concerne le soja, qui représente à lui seul 1,4 million d'hectares. Donc du soja qui vient majoritairement du Brésil, donc qui est majoritairement OGM, et qui sert avant tout à nourrir les élevages les plus intensifs de poulets, puis de porcs, et un peu de vaches laitières, un petit peu éventuellement de bovins viande. Euh, euh, donc ce soja, il est cultivé dans des grandes exploitations. Il est responsable de la déforestation de l'Amazonie. Globalement, quand vous regardez les surfaces, souvent qui représentent en ce moment 1 million d'hectares par an, on a en vis-à-vis 1 million d'hectares d'augmentation des surfaces de soja. Donc même si dans le front de déforestation, on passe par un stade élevage extensif de bovins, en fait, c'est bien le soja qui est le driver de la déforestation de la forêt amazonienne. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que le soja, on importait jusqu'au 1er janvier de cette année de l'huile de soja va dans les agrocarburants, donc dans notre diesel. Il faut savoir que, alors cette année, je ne sais pas comment ça va se passer, c'est un peu compliqué, mais l'année dernière, on avait à peu près 7,5% du diesel qui est un agrocarburant, donc qui était, pour faire simple, composé, on va dire, avant 2019, était composé à 50% d'huile de colza, 25% d'huile de palme et 25% d'huile de soja. L'huile de palme a été interdite par le gouvernement français au 1er janvier 2019, donc il n'y a plus d'huile de palme dans votre diesel. Concernant l'huile de soja, ça a été interdit au 1er janvier 2022. Donc le reste, ça va être de l'huile de soja, de colza ou de tournesol. Mais vu le contexte actuel de la flambée des prix, je ne sais pas trop au final ce qui va se passer en 2022. Voilà. Il faut noter que le tourteau de soja OGM est interdit en agriculture biologique et dans tous les élevages AOP label rouge. Donc ça, c'est quand même un engagement fort de tous ces labels. Voilà. Donc et qu'on peut aussi développer la culture de soja en France. Donc on a 156 000 hectares, mais vous voyez que ça représente que 10% du soja importé, sachant qu'une partie de ce soja cultivé en France est en bio et sert notamment aussi à la filière alimentation humaine, notamment comme par exemple tous les produits à base de soja, comme
Maroc, donc on retrouve tous les légumes d'été, tomates, aubergines, laitues, concombres, melons, fraises, oranges, puis les agrumes, oranges, cerises, olives. Du Brésil, le jus d'orange, donc l'orange qui est le fruit le plus consommé en France, au final. De Turquie, on importe des noisettes, du USA, des amandes, du Costa Rica, des ananas, de Côte d'Ivoire, des bananes, d'Afrique du Sud, des pamplemousses, d'Italie, des raisins frais. Enfin voilà, ça arrive un petit peu de partout. Donc l'idée, c'est quand même de… Tout ça crée d'énormes flux de transport, des problèmes aussi dans tous ces pays-là, notamment si on prend par exemple le sud de l'Espagne, l'assèchement de la nappe phréatique dans la zone de El Hierro et de Murcia, là où sont cultivés tous ces légumes sous serre. Et donc, notamment aussi pour avoir à la fois des légumes bio, puisque le PNNS, Plan national nutrition santé, recommande de consommer des produits végétaux bio, enfin non contaminés par les pesticides pour être plus précis, et qu'une étude qui vient sortir de Harvard montre que si vous consommez des fruits et légumes fortement contaminés par les pesticides, vous perdez tout l'avantage de consommer des fruits et légumes. Voilà. Donc l'intérêt de relocaliser en France et redévelopper une filière de fruits et légumes bio, d'avoir des produits de saison, des produits frais, mûrs, et pas de transporter des produits qui ne sont pas encore matures pour faciliter le transport. Voilà. C'est un gros enjeu parce que dans le scénario After, on est quasiment sur 500 000 hectares de fruits et légumes à redéployer en France. C'est énormément d'emplois, puisqu'aujourd'hui, un maraîcher en circuit court et en légumes bio peut vivre sur 1 hectare. Donc, ce n'est pas 10 000 emplois, c'est 100 000 emplois qu'on peut recréer en relocalisant la filière fruits et légumes. Après, vous avez les produits animaux qui, si on les totalise, sont bien les produits les plus importés en surface. Quand on totalise les importations, on arrive à plus de 1,4 million d'hectares. Donc, c'est beaucoup plus. Donc, si on prend, par exemple, la viande bovine, en fait, par exemple, on exporte des broutards. Donc, quand vous allez dans le Massif central, vous voyez les jeunes bovins, les jeunes vaches limousines avec leurs petits. Mais en fait, quand ils quittent la mer, enfin, qu'ils sont sevrés vers 6-8 mois, en fait, ils partent en Italie se faire engraisser avec du maïs sans silage, du soja et du riz gras. Et puis nous, on importe des réformes de vaches laitières d'Allemagne ou de Hollande. Voilà, donc tout ça crée des flux et en fait, pour différentes raisons, là aussi, on serait finalement en capacité de produire largement toute notre viande bovine. Mais pour ça, il faudrait les engraisser en France. Les produits laitiers, pourquoi en importer? La viande bovine, bon, bah là, il faudrait relancer l'élevage ovin en France parce qu'on est largement importateur. Voilà, pour les volailles, eh ben, on est aussi à l'équilibre. Voilà. Donc, pour la viande, voilà un petit peu là, beaucoup d'échanges pour des raisons certainement économiques, c'est-à-dire que forcément, à un moment donné, si on achète à l'étranger, c'est que ça revient moins cher que de le produire en France. Concernant le cacao, j'aurai bientôt terminé. Donc là aussi, c'est un produit important. On importe 1,2 million d'hectares, c'est énorme. Alors c'est vrai qu'on réexporte quand même des produits à base de chocolat, hein, presque la moitié de ce qu'on a importé. Donc le cacao est la cause majeure de la déforestation en Côte d'Ivoire, hein, avec des surfaces qui ont été multipliées par plus de 10. Et c'est pareil, on voit clairement que quand on regarde l'évolution des surfaces forestières en Côte d'Ivoire, c'est un peu c'est compensé par l'augmentation en partie des surfaces de cacao. Voilà, donc ce qui est important, comme là, on ne peut pas les produire en France, on n'est peut-être pas prêt encore à se passer de chocolat, c'est plutôt de jouer dans le commerce équitable, c'est-à-dire comme nous, on exporte du champagne ou du roquefort, et ben, qu'on importe du cacao, mais dans le cas vraiment de filière équitable et biologique. Voilà. Et aujourd'hui, finalement, c'est peu, ça représente seulement 1% du cacao, dont l'essentiel vient de la République dominicaine, qui héberge à peu près 60% des cacaoyères en bio. Voilà. Puis là aussi, il faut développer des pratiques agroécologiques comme du cacao cultivé en agroforesterie. Concernant les céréales et légumineuses, donc,
on dit tout à l'heure, la France exporte beaucoup de céréales. Donc, vous voyez, par exemple, le blé, on exporte 21 millions de tonnes, mais on en importe quand même 4 millions. Voilà. Alors, c'est peut-être pas la même qualité de blé. Enfin, voilà. Moi, je n'ai pas étudié en détail les raisons de. Voilà. Donc, souvent, on peut dire qu'à peu près, on importe à peu près 10% de ce qu'on exporte. Voilà. C'est aussi peut-être une sécurité. Hein. Donc, faut dire, faut pas condamner non plus toutes les importations, quoi. Concernant le riz, qui est une des principales céréales importées, où on a un déficit de 500 000 tonnes, en fait, qui correspond à 110 000 hectares. Là, on est dans l'incapacité aussi de produire 110 000 hectares de riz en France. On peut peut-être augmenter un peu la surface de riz qui est en Camargue, mais on peut gagner 10 000 hectares, mais pas 110 000 hectares. Par contre, on peut imaginer de relocaliser le sarrasin. Donc, il y a des filières qui sont en train de se mettre en place en Bretagne avec la métropole de Rennes. On peut redévelopper la lentille, le haricot sec. Enfin voilà, là aussi, il y a une manière de réduire ces flux d'échange finalement en réduisant les importations et en réduisant les exportations. Concernant le tournesol et le colza, parce qu'on parle beaucoup du tournesol avec l'Ukraine en ce moment, c'est en fait ce qu'on voit, c'est que vous voyez, pratiquement on exporte exactement la même surface de ce qu'on importe, à quelque chose près, quoi. Donc la question, c'est pourquoi on importe, quoi. Donc là, ça peut être le fait que les usines qui transforment la graine en huile, ben, elles sont en partie en Ukraine. Il y a aussi le fait qu'on importe, on a besoin de tourteaux et moins d'huile. Enfin voilà, il y a plein de raisons qui font que tout ça génère des flux. Et on est quand même assez dépendant en ce moment comme on a tout d'un coup, on a eu que la pénurie d'huile de tournesol. En fait, on ne devrait pas avoir de pénurie. Mais dans la mesure où on en importe, eh ben, ça peut créer des pénuries. Et on a à peu près la même chose pour le colza. Donc en fait, cette grande machine qui importe et qui exporte, tout ça enrichit pas mal de gens, marche bien quand tout est calme sur la planète, mais quand on a le Covid qui s'en mêle, quand on a la guerre en Ukraine qui s'en mêle, que les prix de l'énergie flambent, que des cargos se mettent en travers du canal de Suez, en fait, tout ça peut être mis à bas très rapidement, quoi. Et c'est exactement ce qu'on vit en ce moment avec la guerre en Ukraine, où en fait, ou même le port de Shanghai qui était bloqué, fait que toute cette machine se dérègle et qu'il faut peut-être envisager de produire un peu plus en France que de jouer sur toujours cette carte import-export. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en premier temps, puis comme ça, je vais plutôt répondre à vos questions. Je vous ai planté le décor. Donc ça, vous avez le détail de tout ce que j'ai dit dans ces deux documents qui sont téléchargeables ou qui peuvent être commandés à Solagro à la modique somme de 10 € en papier, ce qui est toujours plus agréable à dire que sur un ordinateur. Et voilà. Et je vous remercie. Avec quand même le point clé de tout ça, c'est que de toute façon, sans sobriété, il n'y aura pas de solution à tous nos problèmes, quoi. Donc, on peut envisager d'améliorer la situation, de diminuer les impacts sur l'environnement, d'améliorer les conditions sociales. J'en ai pas trop parlé parce que ce n'est pas l'objet de notre travail, mais tout ça pose aussi plein de questions en termes de social. Mais tout ça ne se fera pas sans sobriété, notamment dans les pays qui consomment beaucoup, comme l'Europe, la France, les États ou les États-Unis. Voilà, merci. Merci, Monsieur Pointreau. On va pouvoir passer la parole à la salle si vous avez des questions qui, je pense, sont nombreuses au vu de la qualité de l'intervention. Il faut remettre la caméra, en fait, on ne voit pas. Non. Bon, en tout cas, ça va, je vous vois et je vous entends. Ah oui, ma caméra, moi, excusez-moi. Ouais. Voilà. Merci. Moi, j'avais une question, enfin même plusieurs en fait. Est-ce qu'on peut diminuer la consommation d'huile? Est-ce que l'huile, là, le tournesol qu'on voit, parce que
Pourquoi on en a besoin? C'est l'industrie agroalimentaire, c'est la friture, les aliments ultra transformés. Ça me paraît énorme qu'on dépende autant de l'Ukraine. Alors, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une partie de l'huile de colza et de tournesol qui va dans les carburants. Dans la mesure où on a arrêté en France, et pas en Europe, mais en France, l'huile de palme et l'huile de soja, ça risque de se reporter sur le tournesol et le colza. Donc déjà, il y a ça qu'il faut avoir en tête. Alors, ce que je sais pas du tout comment ça va se passer cette année, parce que les prix étant tellement élevés, j'ai du mal à croire qu'on va mettre de l'huile dans le moteur. Mais bon, j'en sais rien. Voilà. Alors après, vous avez vu que dans le régime alimentaire, on est plutôt sur une augmentation des huiles végétales. Et l'huile de colza est une très bonne huile parce que, en termes notamment d'acides gras insaturés, on importe aussi beaucoup d'huile d'olive. Donc, en fait, dans l'alimentation, on n'est pas sur une réduction de la consommation d'huile végétale, quoi. Donc, comme la France importe, alors pour le colza et le tournesol, globalement, elle est autosuffisante en huile. Donc, a priori, il n'y a pas de problème majeur. Par contre, on est très importateur d'huile d'olive, quoi. Donc là, pour satisfaire nos besoins en huile d'olive, il faudrait quand même implanter plusieurs dizaines de milliers d'hectares en France, quoi. Donc là, ça va être compliqué à réaliser. Mais voilà. Donc, alors après, moi, j'ai des chiffres globaux. Donc, où va l'huile exactement? Donc, je sais que dans les produits ultra transformés, il y a beaucoup d'huile de palme. Donc, c'est pour ça aussi que si cette huile de palme ne vient pas du commerce équitable et qu'elle n'est pas très bonne pour la santé, parce que c'est une huile saturée, donc c'est tout le problème du Nutella. Voilà, il faudrait limiter cette consommation et il y a déjà pas mal d'entreprises agroalimentaires qui maintenant ont refusé d'utiliser l'huile de palme. Mais bon, les quantités sont quand même pas aussi importantes que l'huile d'olive et l'huile de tournesol. Voilà, mais moi, après, j'en sais pas plus vraiment sur comment ces huiles se dispatchent dans les différents produits alimentaires, c'est-à-dire, je ne sais pas, comme vous disiez, l'huile de friture, l'huile pour assaisonner nos salades, etc., l'huile pour cuisiner et l'huile qui est dans des produits ultra transformés ou transformés, quoi. Il y a Paul qui demandait, en fait, je ne sais pas si tu as vu la question, qui demandait l'huile de cameline était beaucoup plus riche en oméga 3 que l'huile de colza. Est-ce qu'il y a une promotion en fait de cette huile? Alors, l'huile de cameline, bon, aujourd'hui, c'est quand même très anecdotique. Elle a été avant beaucoup plus consommée. Donc aujourd'hui, elle est relancée notamment en bio, avec souvent une association lentilles-cameline. Donc les deux cultures sont associées. La cameline servant de tuteur à la lentille. Les rendements sont quand même assez faibles. Il reste cher, mais qui est très, très bonne en termes de santé, quoi. Donc, de toute façon, ce qui est recommandé, c'est plutôt de consommer des huiles différentes, quoi. Après, il y a une question de prix. Donc, c'est vrai que l'huile de colza reste quand même moins chère que l'huile d'olive, qui reste moins chère que l'huile de cameline, quoi. Voilà, donc on a aussi de l'huile de lin. Voilà, vous pouvez diversifier, mais bon, après, il y a quand même une notion de prix, quoi. Mais oui, c'est une très bonne huile, quoi. Voilà, ça permet aussi aux agriculteurs bio de diversifier leur assolement parce que la cameline pose moins de problèmes de culture en bio que le colza, qui a des gros problèmes de ravageurs avec les méligettes, là, qui est un insecte qui s'attaque aux bourgeons et qui rend compliqué un petit peu la culture du colza en bio, quoi. Concernant le blé, quelle est la part pour le blé panifiable et le blé pour les bestiaux dans la production française? Alors, bon, déjà, la France exporte beaucoup de blé. Alors, je ne sais plus si c'est la moitié de sa production, j'ai plus les chiffres vraiment en tête là. Du blé qui peut aller à la fois
en Égypte pour l'alimentation humaine et à la fois en Allemagne ou en Europe pour l'alimentation notamment des monogastriques, c'est-à-dire des porcs et des volailles. En France, j'ai calculé que, ça je l'ai en tête, en France, en fait, la part du blé qui va vraiment dans l'alimentation humaine sous forme de pain, enfin de pain, de gâteau, ça n'est que 10% des surfaces cultivées en blé. Voilà, donc déjà, ça vous donne. Mais après, donc ça veut dire que globalement, si dans les pays où on exporte, le blé suit un peu la même destinée qu'en France, ça veut dire que globalement, 90% du blé et les produits dérivés du blé, c'est-à-dire le son, parce que dans le blé, il y a 10% de son qui va direct à l'alimentation animale, ça veut dire que globalement, 90% du blé va à l'alimentation animale. Voilà. Sauf si dans les exportations, il y a plus de blé qui va dans l'alimentation humaine. Mais ça, je n'ai pas la donnée, quoi. Donc c'est vrai que quand le blé part, on va dire, en Afrique du Nord, il y a quand même une forte chance qu'il aille dans l'alimentation humaine, alors que s'il part en Europe, il y a de fortes chances qu'il aille dans l'alimentation animale. Voilà, donc j'ai répondu partiellement à votre question. Mais en fait, il faut quand même savoir que quand on dit qu'en France, dans l'alimentation, 90% de l'empreinte surface va à l'alimentation animale, forcément, là-dedans, vous avez 50% de prairies, puisque 50% de la SAU française, c'est des prairies, donc ça n'est consommé que par les ruminants. Et puis après, vous avez toutes les céréales qui vont quasiment qu'à l'alimentation animale, c'est-à-dire le maïs, c'est quasiment 90 ou 95%, l'orge, il y a un peu d'orge qui va pour la bière, mais ça ne va pas dépasser 10%. Et puis dans le blé, finalement, une partie non négligeable. Voilà. Et après, vous avez les oléagineux, où on a extrait l'huile du colza, par exemple, c'est 30% d'huile, vous avez 70% de tourteau qui va à l'alimentation animale. Et finalement, quand vous additionnez tout ça, vous arrivez à 90%. Quoi. Voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est un point important à noter. Donc forcément, quand vous réduisez la consommation animale, vous réduisez toutes ces cultures produites sur des terres arables qui vont nourrir les animaux. Et donc, vous donnez une marge de manœuvre, soit pour faire face à l'augmentation de la population française, soit pour extensifier un peu les productions, parce que si vous produisez du blé en bio, le rendement il est moitié moindre que du blé en conventionnel, parce qu'il y a notamment, il n'y a pas d'azote chimique, soit pour continuer d'exporter ou même exporter plus vers des pays qui auront des gros problèmes d'alimentation, qui ont déjà des gros problèmes, notamment le Liban, la Syrie, l'Égypte, voilà, le Maroc, le Yémen, enfin tout ça, c'est des pays où aujourd'hui, la crise ukrainienne, le Liban importe 90% de son blé d'Ukraine et de Russie, quoi. Donc là, je ne sais pas comment ils vont faire. Hein. Donc en fait, si je vais jusqu'au bout du raisonnement, quand on nous culpabilise de ne pas prendre de bain et plutôt de prendre des douches, etc., en fait, la quasi-majorité de l'eau, c'est pour arroser des cultures pour les animaux. C'est ça. L'essentiel de l'irrigation en France, c'est le maïs. Hein. Je ne sais pas, on doit être à peut-être 70%. Et le maïs va essentiellement au poulet et au porc. Donc oui, l'enjeu, il est que par rapport à la tension qu'il y a sur l'eau chez nous dans le sud-ouest, là, la solution que personne ne veut envisager, c'est finalement de réduire les surfaces en maïs irrigué en réduisant la consommation de la production de porc ou de volaille, sachant que pour le porc, pas compliqué, le porc, on consomme en France 330 grammes de charcuterie par semaine. La moyenne française. La recommandation du plan national de nutrition santé, c'est 150 grammes. C'est-à-dire qu'on consomme plus de 2 fois la recommandation. Donc en théorie, on devrait, dans la mesure où en gros on consomme en porc ce qu'on produit, il faudrait réduire de moitié les élevages de porc. Et donc comme ça, on pourrait réduire la surface de maïs irrigué et arrêter d'assécher la Garonne. Là, je passe tous les jours en ce moment, là, elle est quasiment à l'étiage du mois d'août. Hein. Je veux dire, ça va être catastrophique, quoi. Donc, il manque, par exemple, pour la Garonne, 200 millions de mètres cubes d'eau.
Et là, les prévisions à 2050, c'est 1 milliard de mètres cubes qui va manquer. Les débits des fleuves vont baisser de 20 à 30%. Donc, de toute façon, il va se passer un problème. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme en Bretagne, quand vous parlez de réduire les élevages intensifs. En fait, les collectivités, les élus ne sont pas prêts à gérer ça, quoi. Et donc, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc là, on est un petit peu au pied du mur. Et voilà, il va falloir faire des grands changements. Et je ne sais pas comment trop ça va se passer, quoi. Parce que nous, on est un peu dans toutes ces réunions-là et on voit que ça bloque. Ça bloque en Bretagne, ça bloque sur l'irrigation. Voilà, les chambres d'agriculture ou les interprofessions, elles veulent pas ça, quoi. Il n'y a que le consommateur qui peut faire changer les choses, en fait. Voilà, donc ça c'est un peu dans les conclusions. Ce que moi j'en arrive à dire, c'est que le consommateur est un des acteurs prioritaires pour changer l'agriculture au travers du changement de son alimentation. C'est-à-dire qu'à lui toujours d'augmenter à la fois toutes les recos, c'est-à-dire tout ensemble, c'est-à-dire plus végétal, mais quand on dit plus végétal, ça veut dire plus bio, pour ne pas être contaminé. Quand on dit aussi, ça veut dire plus local, si on peut, ça veut dire de saison, voilà, ça veut dire brut. Bon, ça, c'est plus pour le sucre ou enfin, c'est mieux d'acheter brut pour cuisiner. Ça veut dire aussi en partie les produits non raffinés. Enfin, voilà, c'est cette somme de tout ça qu'il faut apprendre aux gens. Et avec ça, donc, et si ça se développe, parce que par exemple, en ce moment, le marché du bio ralentit un peu, parce qu'on met dans la tête des gens que finalement, le bio, c'est bien, mais bon, finalement, on peut très bien faire avec autre chose, quoi. Voilà. Donc les gens, ils finissent, à force de leur répéter toujours la même histoire, ils finissent par douter. Donc, il faut sortir de cette création du doute et faire du local, oui, mais du local bio. Voilà. Donc, c'est pas simple à la fois dans le discours et dans la mise en œuvre, quoi. Voilà. Mais c'est bien vers ça qu'il faut aller. Alors après, il y a quand même les collectivités locales qui peuvent aussi jouer pas mal, hein. Elles ont toutes, comme Clermont, un plan alimentaire territorialisé. Donc là, elles ont dans les mains beaucoup de leviers. Elles ont la restauration collective, elles ont un contrôle du foncier, elles peuvent aider à l'installation des jeunes agriculteurs, elles peuvent aider à maintenir les outils de transformation qui sont indispensables à la relocalisation, c'est-à-dire les abattoirs, les laiteries, les huileries, les fabriques de pâtes, enfin, etc. Donc ça, je pense qu'ils ont bien compris depuis 5-6 ans voilà, qu'il y avait un enjeu et je pense que le dossier est remonté en haut de la pile. Voilà. Après, on a quand même des entreprises maintenant qui commencent à s'engager. On a des entreprises à mission. Donc, on a notamment les entreprises qui sont dans la bio, comme Ecotone, comme Biocop, comme Léa Nature, comme Biolay, etc., qui sont quand même très engagés aussi dans un changement des pratiques agricoles. Voilà, mais ils ne sont pas loin d'être majoritaires. Voilà, après l'État, je suis assez sceptique en ce moment. Enfin, on verra que le nouveau ministre de l'Agriculture, enfin, à moins qu'on en ait encore un autre, qui je pense est un peu mieux que celui qu'on avait avant. Mais bon, l'État et l'Europe, vu la pression des lobbies, on va pas quand même pas, ça va pas avancer très vite. Donc c'est vrai que le consommateur qui peut radicalement changer son alimentation, je pense est le principal levier pour changer l'agriculture. Et donc changer aussi la mondialisation. Mais pour ça, ça veut dire que c'est-à-dire comme une éducation à se poser la question de quand on achète, que à chaque fois on imagine finalement comment ce qu'on a acheté a été produit, quoi. D'où ça vient, comment ça a été produit, quoi. Bon, moi, je suis effaré, par exemple, sur les vêtements, quoi, à base de coton, quoi. On a 1% de bio, voilà, dans le coton, quoi. Et le coton, c'est une catastrophe, quoi. Et les gens, y compris nous, je pense, on achète voilà, des t-shirts, des jeans, sans trop se poser de questions, quoi. Voilà, alors qu'il faudrait s'en poser, quoi. Voilà, donc ça demande vraiment beaucoup de sensibilisation et d'information auprès des consommateurs pour les faire changer de manière de consommer, quoi.
Il y a la pour faire problématique le- des bassines. On avait parlé Non, des je voulais bassines. pas. Mais par rapport à ce qu'ils disent sur les céréales. Oui, Pour poursuivre sur les céréales, nous, on est à la Maison des paysans, donc à Landes. Et aujourd'hui, il y avait une réunion avec les paysans qui, entre autres, produisent des céréales et expliquaient qu'il y avait un gros souci là aujourd'hui avec le développement des bassines, la mise en place de bassines de rétention d'eau. Donc, on pensait que c'était que dans le Grand Ouest, en fait. Poitou-Charentes, tout ça. Et en fait, nous, on en a maintenant qui arrivent. Et la problématique, c'est justement, même les bio, en fait, qui sont intéressés pour irriguer, eux, peut-être le maraîchage, enfin, les fruits et des légumes, mais les autres, c'est pour irriguer justement les céréales et le maïs qui vont pour l'alimentation animale. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, nous, se bagarrer avec certains, enfin, en appuyant certains producteurs qui veulent pas, qui sont contre les bassines? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se mobiliser en tant que consommateur pour dire l'eau, c'est uniquement pour l'alimentation humaine, ce n'est pas pour produire l'alimentation des animaux? Oui, oui, Diminuer oui. la production des Donc, je ne aliments. savais pas qu'il y avait des projets. Alors, ce qu'on appelle bassine, en fait, à la différence d'un lac collinaire, bassine, ça va quand même plus loin parce que le lac collinaire, en fait, c'est dans un talweg, c'est-à-dire vous avez un petit bassin versant. À un moment donné, vous faites une digue à la place du ruisseau et le ruisseau, au lieu de couler, est bloqué par la digue et vous remplissez un lac qui fait plusieurs milliers de mètres cubes ou dizaines de milliers de mètres cubes. Donc là, s'il pleut, votre lac peut se remplir. S'il ne pleut pas, il ne se remplit pas. Voilà, avec un impact quand même sur le cours d'eau parce que vous bloquez quand même un peu le cours d'eau en aval. La bassine, c'est quand même pousser le bouchon plus loin, quoi. C'est-à-dire que c'est sur du terrain plat où il n'y a pas de cours d'eau, vous créez une piscine, c'est-à-dire vous creusez et en creusant, vous faites une digue, donc vous créez comme ça un volume d'eau que vous remplissez l'hiver en pompant dans la nappe ou dans le fleuve et que vous vidangez à partir de cette année très tôt, même à partir de mai, là qu'on commençait à irriguer les cultures, là tout le monde est à fond les ballons. Voilà, donc la bassine coûte extrêmement cher parce que le coût de créer les bassines, je veux dire, il ne s'en ferait pas une si ce n'était pas subventionné à 80% par de l'argent public, c'est-à-dire notamment les agences de l'eau ou les régions ou l'État, quoi. Donc, elles ne se feraient pas. Donc, elles vont quand même beaucoup plus loin parce que c'est un truc totalement artificiel et dans beaucoup de cas, en tout cas en Vendée, en Deux-Sèvres, là où il y en a beaucoup en ce moment, où il y a des grosses tensions, c'est quand même beaucoup pour le maïs. Même si au départ, ils vous disent oui, mais on va diversifier, on va faire des légumes. En fait, non, c'est quand même majoritairement pour le maïs. Donc, c'est vrai que là, on est quand même dans une période où tous les agriculteurs se posent des questions, quoi. C'est parce que les rendements cette année vont être catastrophiques, quoi. Je veux dire, on parlait des légumes secs. Je veux dire, il y en a qui ne vont pas récolter les lentilles ou ils vont récolter 3 quintaux dans l'hectare, quoi, parce que tout a brûlé. Bon, contre les hautes températures, on ne peut rien faire, hein. Mais ça a séché aussi parce qu'il n'y avait pas d'eau. Donc, c'est vrai que la question d'irrigation va devenir prégnante, quoi. Et donc, le peu d'eau qu'on va pouvoir mobiliser, il faut en priorité le mettre sur là où doit aller notre alimentation, c'est-à-dire les fruits et légumes, voire les légumes secs qu'on peut éventuellement arroser un petit peu. Ça ne demande pas autant d'eau que le maïs, mais cette année, ça en aurait eu besoin, voire même, pourquoi pas, des céréales panifiables ou des céréales à certains moments, quoi. Et reculer la sole en maïs, quoi. Voilà, donc ça, c'est un sujet de tension énorme. Ah bon, il y a eu Sivins, mais maintenant, il y a plein d'autres choses où la profession ne veut pas lâcher, quoi. Pour eux, finalement, toute l'eau qui tombe ne devrait pas atteindre la mer, on devrait le stocker, quoi. Donc tout ça fait fi de toute la circulation de l'eau dans les nappes. Enfin, je veux dire, l'eau en hiver, elle recharge les nappes. Il faut que, si on veut pas, si on veut que les fleuves vivent, il y a un débit d'étiage minimum à maintenir. Donc, si les nappes n'ont pas été rechargées, qui alimentent le débit des fleuves, on traversera la Loire et la Garonne à sec bientôt. Donc, de toute façon, on ne peut plus développer l'irrigation. On peut juste remplacer une irrigation par une autre, quoi.
Alors, par contre, moi, je ne savais pas qu'il y avait des bassines, mais c'est quoi, dans la Limagne qui voudrait créer ça? Ouais, c'est vers Billon, en fait. C'est à côté de Billon, c'est Ravel par là, et c'est 2 fois 15 hectares. Il y a un projet Oui, là. parce que moi, je ne suis pas de Clermont, je ne situe pas les deux communes que vous avez C'est dit. à 20 km à l'est de Clermont, Ah, c'est à l'est de Clermont. Donc, oui, mais c'est dans la Limagne alors. sud Limagne. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah, parce que cette année, je pense Pas que seulement. je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ça doit être très sec aussi, je suppose. Oui, c'est très sec. Oui, oui. Oui. Voilà, donc dans ces périodes-là, le dossier irrigation remonte d'entrée de jeu, quoi. C'est-à-dire que tout le monde dit, regardez, nos cultures périssent, il nous faut de l'eau, et voilà, il nous faut de l'eau, quoi. Voilà, donc, et des régions qui étaient comme la Limagne, où la question ne se posait pas tant que ça, parce qu'il y avait quand même de l'eau, et ben là, des années comme celle-là, voilà, la question se repose, sauf que les années comme celle-là, ça sera en 2050 notre quotidien, quoi. Donc, de toute façon, tout ça sont des solutions à court terme, quoi. Et donc, le peu d'eau qu'on a, il faut quand même le mettre avant tout, comme vous le disiez, je pense, sur les produits végétaux consommés par l'homme, et puis et réduire notre consommation de poulet et de porc qui, au final, ont une empreinte eau importante. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel Solagro va travailler. Là, on a un programme de recherche qui démarre. C'est ce qu'on appelle l'eau bleue. L'eau bleue, c'est l'eau prélevée dans les cours d'eau pour l'alimentation. Mais ça, on ne l'a pas encore calculé, mais on est en train de démarrer ça, quoi. Voilà. Il y a Jacques de France Nature Environnement qui nous dit qu'il y a un projet de bassine à 1100 mètres d'altitude pour arroser les prairies pour l'AOP Saint-Nectaire. Pour arrêter de faire venir du foin d'ailleurs. Ouais, bah. Donc, Oui, bah, voilà, sauf que bon, je pense qu'on peut des fois avoir peut-être quelques projets un peu intelligents de lacs collinaires, mais bon, on sait clairement que c'est pas la solution à long terme, quoi, puisque en fait, la température va augmenter. Donc, en augmentant la température, vous augmentez l'évapotranspiration. Donc, donc, tout ça va devenir crucial. Et donc, faut plutôt travailler sur les solutions résilientes, c'est-à-dire diversifier les productions, replanter des arbres qui peuvent limiter l'évapotranspiration, augmenter le carbone dans les sols pour augmenter un stockage naturel de l'eau dans les sols. Enfin voilà, il y a toutes ces solutions-là qu'il faut en priorité développer. Mais c'est vrai qu'avec des années comme celle-là, où l'herbe va aussi poser problème dans tout le massif central, les agriculteurs sont sous pression, quoi. Donc l'irrigation est pour eux la solution voilà, de sortie et finalement en théorie facile à mettre en œuvre, mais reste coûteuse. Donc de toute façon, souvent ça ne passe que s'il y a de l'argent public qui est mis sur la table, quoi. Voilà, donc ça, on ne sait pas trop aujourd'hui par où ça va craquer, quoi. Est-ce que ça va craquer par l'énergie? Est-ce que ça va craquer par l'augmentation de température? Est-ce que ça va craquer par l'eau? Tout est sous tension, quoi. On ne sait même pas si les agriculteurs de Limagne auront de l'azote chimique à l'automne, puisque la moitié de l'azote, la France est un gros importateur d'azote chimique, et la moitié vient de Russie. Donc, si les Russes bloquent l'azote, je veux dire, ça va être la panique dans Limagne, quoi, parce que là, c'est pas en bio, la Limagne, enfin, à part quelques agriculteurs. Et donc là, je ne sais pas comment ils vont faire. Donc là aussi, ça montre les tensions extrêmes dans lesquelles on est, quoi, les dépendances. Et en fait, pour résumer, je trouve que ça craque un peu de partout en ce moment, quoi. Je voulais. Allez, Qui agit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ça craque? Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une entité en France, la Chambre d'agriculture, qui donne des orientations? Non. Est-ce que la Chambre d'agriculture ou quelqu'un, une autre entité donne des indications à des agriculteurs?
Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce qu'il y a un pilote? Comment dire, oui, on a quand même un ministre de l'Agriculture. Bon, celui d'avant, il était quand même porté sur les technologies et pas trop sur l'agroécologie. Et moi, je pense qu'on n'a pas de. Bon, nous, on a fait notre scénario After 2050, mais on est seul à avoir fait un scénario agricole et alimentaire à 2050 en France, pour la France. Donc après, on a accompagné l'ADEME avec des scénarios aussi. Mais je veux dire, on n'a pas la feuille de route du ministère de l'Agriculture français, quoi. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se positionner sur l'élevage. Vous n'avez aucun ministre de l'Agriculture qui a dit qu'il fallait réduire l'élevage en France. Ils ne veulent pas l'entendre. Les lobbies, vous avez bien compris que le lobby, comme tout va aux animaux, le lobby est puissant. Donc avec en numéro 1 le lobby laitier, en 2 le lobby du porc, en 3 le lobby de la vache. Et eux, ils veulent. Et globalement, tous ces lobbies-là font qu'il n'y a rien qui bouge, quoi. Puis après, dans le sud, vous avez le lobby du maïs, voilà, qui est très puissant dans le Nouvelle-Aquitaine. Hein, c'est quand même là que le maïs s'est développé, mais il y a aussi le maïs en silage en Bretagne, avec le soja. Enfin, tout ça est très verrouillé, avec le soutien, je dirais, globalement quand même des champs d'agriculture, c'est-à-dire de la FNSEA, avec le soutien de toutes les entreprises de l'agroalimentaire ou globalement des industries d'amont. Donc les coopératives qui vendent des engrais et des phytos, elles font leur résultat ou leur chiffre d'affaires sur la vente de phytos et d'engrais. Donc aujourd'hui, on devait séparer le conseil et la vente de produits phytos, et la quasi-totalité des coopératives ont choisi la vente de produits phytos. Voilà. Ça veut dire que je ne sais pas qui va faire le conseil, mais globalement, le système est relativement verrouillé, quoi. Et donc, pour sortir de là, la PAC va pas, telle qu'elle est écrite aujourd'hui et rédigée pour 5 ans, ne va pas nous y aider vraiment. Le nouveau ministre, on ne l'a pas encore entendu, mais je ne crois pas qu'il ira au front, entre guillemets. Donc, en fait, on va vers des tensions extrêmes que les agences de l'eau vont avoir du mal à gérer, quoi. Et comme les agences de l'eau, dans leur conseil d'administration, la profession est ultra présente, en fait, voilà, je ne sais pas comment ça va se régler. Nous, on travaille dans notre scénario After avec l'agence de l'eau à Dour-Garonne et en Bretagne, avec le conseil régional. En Bretagne, les discussions viennent d'être bloquées par la profession, donc je ne sais pas si ça va repartir. Et en Adour-Garonne, je ne sais pas trop comment ça va évoluer, quoi. Donc moi, je n'ai pas de solution miracle. Je pense qu'il faut continuer. Je pense qu'il y a une agriculture et des consommateurs qui sont en place. Voilà. Donc on a tout ce qu'on voudrait demain, on l'a déjà, sauf qu'il n'est pas dominant. Donc en fait, il faut voir comment ce qu'on a dominant, c'est-à-dire en gros toute une agriculture, pas seulement biologique, mais une agriculture basée sur la qualité. Donc vous avez signé le Saint-Nectaire, mais bon, tout le modèle AOP, même s'il y a des points faibles, est quand même intéressant. Même les labels rouges sont intéressants. Voilà, donc on a aussi tous ceux qui sont les circuits courts. Donc finalement, quand vous additionnez tout ça, donc l'opposé, je dirais, des grandes cultures du bassin parisien ou de la Limagne ou des grands élevages intensifs de l'ouest de la France, globalement, on a quand même plus de la moitié des agriculteurs qui sont plutôt dans une autre logique, qui n'est pas celle de la mondialisation, qui sont plus en recherche d'autonomie, de valeur ajoutée, etc. Donc, sauf que finalement, même s'ils sont assez nombreux, ils ne dominent pas les grandes décisions, quoi. Voilà. Et donc, voilà, malgré aussi le fait que, par exemple, les conseils régionaux, quand on prend celui de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie que je connais bien, ils ont pris quand même des orientations très claires pour développer les produits sous label, la bio, etc. Mais c'est des beaux discours, mais ils ont du mal globalement à mettre ça en œuvre, quoi. Il y a Paul qui nous dit, pardon, que le pilote dans l'avion, c'est le développement de la conscience de chacun
et que bon, tous nos actes donnent des résultats. Il faut donc travailler aussi sur un travail de conscientisation. Oui, juste un commentaire. Comme consommatrice, on a dit avant que comme, en tant que consommateur, on est responsable. Moi, je suis une consommatrice qui essaye de se renseigner, être responsable. Mais vous avez dit ça craque partout et je suis d'accord parce qu'on reçoit un message, l'empreinte carbone des aliments, puis d'un autre côté, c'est les emballages, d'un autre, c'est l'énergie et d'un autre, c'est l'eau. Et c'est compliqué, hein? Oui. Être un consommateur responsable. Je pense que c'est à chacun oui, c'est compliqué parce que, comment dire, il y a oui, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui est parfait, mais oui, c'est compliqué, quoi. Mais je veux dire, il y a quand même une direction à prendre. Moi, je dis toujours, le plan national nutrition santé, pour moi, est la feuille de route de l'agriculture française. On a un super plan national nutrition santé qui est basé vraiment sur des recommandations nutritionnelles pour être en meilleure santé et réduire les maladies chroniques comme les cancers, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires qui sont en augmentation constante et qui coûtent une blinde à l'assurance maladie. L'assurance maladie, les maladies chroniques, c'est plus de 80 milliards d'euros par an. Et ça augmente tous les ans de 4 milliards d'euros. Donc, il faut stopper ça. Voilà. Et donc, on a la feuille de route qui est claire. Plus végétal, plus bio. Je résume. Voilà. Donc, ça, c'est la base. Donc, déjà, plus végétal, plus bio. Après, là-dedans, il faut rajouter d'autres composantes, quoi. Donc, c'est plus local. C'est vrai que c'est mieux parce que vous pouvez acheter des tomates bio qui viennent d'Espagne ou du Maroc. Pourquoi pas peut-être que ce ne sera pas pire que celle produite en Bretagne, j'en sais rien, c'est pour ça qu'il faut se… Mais bon, si c'est local, c'est encore mieux. Voilà. Après, de saison, donc pas sous serre. Voilà, donc faut… Et puis, c'est mieux d'acheter des produits bruts et de cuisiner. Voilà, donc après, à chacun de pousser un peu son pion sur tous ces trucs-là, en ayant toujours cette vision globale et toujours de se poser un peu une question, bah tiens, d'où vient le produit? Donc c'est vrai que bah voilà, vous pouvez, vous avez du fromage, bah, du Saint-Nectaire. Bon, vous n'allez pas manger du Saint-Nectaire, mais là-dedans, c'est d'aller sur du Saint-Nectaire fermier, pourquoi pas bio, comment il a nourri ses vaches. Enfin voilà, et faut engager des dialogues, accompagner ceux qui sont prêts à bouger et soutenir. Alors après, on n'a pas trop abordé la question du coût, puisque ça, c'est important pour vous aussi et c'est important pour tout le monde. Donc déjà, moi, je pense que on avait estimé dans le projet Bionutrinet que le régime bio là, que je vous ai montré, il coûtait 1,70 € de plus par jour par rapport à un conventionnel. Bon, 1,70 €, je pense que pour 80% de la population française, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, il y a l'argent, il y a autre chose qui est dépensé que l'1,70 € par jour. Voilà, ne serait-ce que les cigarettes ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, bref. Après, pour 20% ou 10%, voilà, les euros comptent. Donc là, il faut mettre en place des politiques publiques. Donc, c'est notamment la restauration collective, voilà, où il peut y avoir une péréquation pour les bas revenus. Alors, il y avait ce fameux chèque là, on parlait Macron. Enfin, si c'est pour donner un chèque sans jouer sur le levier de la santé liée à l'alimentation, on aura tout perdu, quoi. Voilà, donc des marges de manœuvre, il en existe. Et moi, je pense que l'alimentation est vraiment le levier sur lequel il faut agir. Il faut promouvoir le commerce équitable. Voilà. Et puis derrière ça, être plus sobre sur les produits impactants, notamment tous les produits animaux, voire même un peu le chocolat, quoi. Voilà. Et avec ça, on pourra faire déjà pas mal avancer les choses, quoi. Je voulais revenir sur le pourquoi est-ce qu'on importe plus de 50% de fruits et légumes. Et si vous avez pensé à des solutions, parce que je n'ai pas tout compris en fait, sur ce point-là. Alors, dans les fruits et légumes, il faut comprendre que déjà, il y a des fruits et légumes tropicaux ou les agrumes qu'on ne peut pas produire en France. Bon, il y a un peu le cas de la banane qu'on peut produire en Martinique ou en Guadeloupe, sans chlordécone si possible. Donc, globalement, il y a à la fois les produits, on va dire, qu'on ne peut pas produire en France métropolitaine,
Voilà, donc notamment l'orange, qui est le premier fruit consommé en France. Donc là, la seule solution, si on prend le cas de l'orange, que je propose dans la brochure, là, dans le livre que vous avez, c'est de substituer en partie le jus d'orange par du jus de pomme. Parce que la France exporte des pommes, et puis les pommes, vous en avez un peu en Auvergne, et on peut faire des pommes en pré-verger, c'est-à-dire des vergers de haute tige traditionnels, vous implantez dans vos prairies à raison de 50 pommiers par hectare. Vous pouvez produire, les pommes vont, quand le pommier sera opérationnel, au bout de 10 ans, il produira entre 10 et 20 tonnes de pommes. Et avec ça, vous pouvez faire du jus de pomme ou du cidre. Et en fait, ça veut dire globalement sensibiliser les consommateurs pour consommer plus de jus de pomme et moins de jus d'orange. Voilà. Donc ça, c'est une solution. Après, tous les légumes qui viennent, donc, tous les légumes d'été qui viennent d'Espagne. Maximum un verre de jus. Moins de jus tout court parce que dans le PNNS, c'est maximum un verre de jus par jour. Oui, alors, ce qu'il faut comprendre dans le PNNS, c'est que les jus de fruits sont un peu épinglés, mais c'est surtout quand même les produits ultra transformés parce qu'en fait, ils contiennent beaucoup de sucre et peu de fibres parce que dans les jus, on a globalement enlevé les fibres, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça, quoi. Donc, y compris dans un jus de pomme, bah, les fibres, elles sont restées dans la pulpe, quoi. Quand vous mangez une pomme, vous mangez tout. Quand vous buvez un jus de pomme, ben, si vous avez déjà vu comment on fabrique un jus de pomme, vous broyez les pommes, vous les pressez, et toute la pulpe, vous la mangez pas, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a une limite dans le PNNS sur la consommation des jus de fruits, quoi. Donc, il faut faire un peu attention à ça. Voilà, mais globalement, on a quand même des marges de manœuvre, donc on peut substituer la pomme au jus d'orange. Après, si on prend les légumes comme tout ce qui est légumes d'été, qui vient d'Espagne, bah là, on peut produire tous ces légumes-là, mais pas toute l'année, avec des maraîchers bio que vous allez avoir autour de Clermont-Ferrand ou ailleurs, quoi. Donc forcément, ces légumes vont être plus chers que les légumes venant des marchés-gares que vous allez trouver sur les marchés ou dans les épiceries. Donc, ça sera certainement peut-être le double même de prix. Mais bon, voilà, il y a des choses qui se payent, quoi. Donc là, il faut. Moi, je n'ai pas de solution à ça, quoi. Et puis après, après, il faut le reste qui est importé, il faut aller dans l'équitable. Donc, que ce soit l'avocat, les bananes, si vous voulez en manger, ben, faut savoir d'où ça vient, quoi. Il faut faire attention à l'avocat du Mexique qui va continuer à déforester les forêts où viennent hiverner le papillon monarque, par exemple. Voilà, donc sur les fruits et légumes, ça veut dire quand même se caler sur les saisons, donc pas de tomates en hiver, donc manger des fruits de saison et puis locaux et bio, quoi. Et donc, je pense que le flux qu'on a là, en jouant sur tous ces leviers, on peut le réduire fortement, quoi. Donc, quelque part, c'est un peu le consommateur qui est fautif, autant que les lobbies. Je pense que nous sommes autant coupables que les lobbies, finalement, parce que c'est vrai qu'en hiver, on aime bien manger la tomate, tous les faits de plein d'années en salade. Mais maintenant, ce qu'il faut en hiver, c'est éventuellement, bon là, j'ai pas trop fait d'études d'impact ni rien, mais par exemple, les haricots verts congelés. Les haricots verts congelés, finalement, c'est quand même des produits de saison. Donc, ils ont bien été récoltés en été, mais ils ont été conservés soit congelés, soit en conserve. Donc ça peut être quand même une solution intermédiaire. C'est-à-dire que forcément, vous avez un coût supplémentaire un petit peu de stockage, de congélation. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenir une chaîne du froid. En conserve, bon, ça veut dire que vous avez quand même pré-cuit. Bon, il y a aussi un petit coût, mais bon, ça peut être une solution qui est certainement meilleure que des produits à contre-saison qui viennent soit de l'hémisphère sud, soit de serre chauffée ou pas, quoi. Voilà, donc voilà, faut jouer sur tous ces différents leviers, quoi. Puis en hiver, manger plus de choux, de produits de ce type-là. Et c'est vrai que tout est tentant parce que aujourd'hui, finalement, en France, on peut trouver n'importe quel produit n'importe quand.
Je veux dire, la France, il n'y a pas de souci. Vous pouvez acheter tout quand vous voulez, tout le temps. Vous allez dans le marché de chaque ville le mieux approvisionné et vous allez tout trouver, quoi. Mais voilà. Et puis, par exemple, sur le saumon, aujourd'hui, quoi, les produits de la pêche les plus consommés en France, c'est le saumon, la crevette, quoi. Donc, qu'on ne produit pas en France, surtout la crevette rose, quoi. Et donc là, il faut remettre ça en cause aussi, parce que le saumon, une partie de toutes les farines animales qui ont servi à faire le saumon, souvent sont des farines qui utilisent de l'anchois, de la sardinelle ou des poissons qui peuvent être consommés directement par l'homme. Et même ce qu'on appelle la flotte minotière qui fait cette farine de poisson, des fois, elle vient concurrencer au large du Sénégal ou de Guinée les pêcheurs traditionnels, quoi. Donc, moi, je ne comprends pas qu'on trouve il n'y a pas une carte dans un restaurant qui n'offre pas du saumon, quoi. Donc, moi, par exemple, j'ai banni le saumon de ma consommation, quoi. Sauf les cas extrêmes où je ne peux pas l'éviter, mais et pareil pour les crevettes, quoi. Là, vous avez les crevettes sont produites beaucoup en Thaïlande ou en Hollande ou en Asie, au Vietnam, et souvent sont responsables de la déforestation de la mangrove, quoi. Voilà, donc Ah ben, on fait ça, mais on Oui, peut mais aussi, ça va hein. pas suffire. Non, ça va suffire. C'est au ministère de l'Éducation Le nationale. PNNS, non, ils n'éduquent pas là-dessus. PNNS, ils éduquent sur la partie nutritionnelle, pas sur l'origine des produits. Justement, si on s'intéressait plus à l'origine des produits, tout ce qu'il y a derrière, Si on on achetait aurait beaucoup changé de de système. pommes, Hein. est-ce que ça va inciter Ouais. les agriculteurs à faire de l'agroforesterie avec des fruitiers dans leur terre? La FNSEA et je sais pas, l'agence de l'eau, c'est aucun rapport. alors, dans le PNNS, dans vos discussions, il y a à la fois des recommandations nutritionnelles qui ont été faites par le Haut Conseil de la santé publique. Donc, c'est là qu'on trouve les 5 fruits et légumes par jour, 2 légumes secs maintenant, 2 produits laitiers au lieu de 3, des produits végétaux non contaminés par les pesticides, etc. Mais si vous lisez en détail le PNNS, vous avez quand même, où il est dit clairement, de baisser les produits ultra transformés, de consommer local, de cuisiner. Hein. C'est écrit noir sur blanc quand même. Donc, si vous lisez en détail, vous tapez PNNS 4 sur Internet, vous allez trouver, vous le téléchargez, vous allez voir que ce plan, il est quand même extrêmement précis. Sauf qu'il n'a pas de moyens, il n'est pas contraignant et tout le monde s'en fout. Voilà, donc ce plan-là, c'est quand même l'intelligence de plein de chercheurs, de l'ANSES, du Haut Conseil, du ministère de la Santé. Enfin, c'est pas sorti du chapeau, c'est le fruit d'un énorme travail de chercheurs pour arriver à ça, et qui fait face, qui est là pour essayer de résorber, d'inverser les courbes sur la montée des maladies chroniques, et tout le monde s'en tape. Voilà. Et donc, moi, je pense que parmi les actions phares sur lesquelles moi je me bats, c'est de faire reconnaître ce plan par tout le monde. Je veux dire, il devrait s'appliquer à l'agriculture. Je veux dire, quand il écrit noir sur blanc que la ministre de la Santé dit qu'il faut consommer des produits végétaux non contaminés par les pesticides, ça voudrait dire que dans les affiches de publicité, dans vos revues ou sur les panneaux publicitaires, vous avez en bas de l'alcool, comme ils sont obligés de mettre un bout du PNNS dessous, ils mettent et consommer 5 fruits et légumes par jour. Et il faudrait rajouter non contaminés par les pesticides. Et là, ça aurait un peu plus d'impact. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un axe aussi d'action qui peut porter ses fruits, quoi. Justement, par rapport à ça, l'étude d'Harvard, moi je ne connais pas en fait. C'est quoi cette étude qui dit que ça ne sert à rien de consommer bio, consommer des légumes si ce n'est pas bio? Alors, je vous enverrai la synthèse de là. Elle est sortie très récemment, là. Donc, en fait, je pense qu'ils ont un peu vu ce qui avait été fait en France avec Bionutrinet, mais la chance qu'on a avec Bionutrinet, qui est une des plus grandes cohortes mondiales alimentation santé, c'est qu'en fait, il y a eu des questionnaires de fréquence de consommation de produits bio, quoi, notamment dans le cadre du projet Bionutrinet. Donc, c'est un des rares pays où on peut comparer bio et non bio. Voilà, il y a d'autres pays, ils n'ont pas ça, donc ils comparent souvent les gens qui mangent beaucoup de viande avec des gens qui en mangent
moyennement, d'autres qui en mangent peu, et puis les végans. Voilà. Ça, c'est les Anglais, il y a des études là-dessus. Les Américains d'Harvard, en fait, ils disposaient de grandes cohortes où ils avaient tout un tas de données sur la santé, puisque c'est des cohortes, donc les gens sont suivis pendant plusieurs années, donc on peut détecter tout un tas de maladies, d'indicateurs de santé. Et ils avaient l'alimentation, mais ils n'avaient pas l'alimentation bio et conventionnelle. Donc en fait, ils ont été chercher les bases de données du ministère de l'Agriculture sur la contamination des fruits et légumes par les pesticides. Donc ils ont regardé les légumes, les fruits et légumes qui étaient peu contaminés et ceux qui l'étaient beaucoup. Et donc ils ont trié leur... je crois qu'ils avaient la cohorte, c'est plus de 200 000 personnes qu'ils avaient dans la base. Ils ont trié avec ceux qui consommaient des légumes peu contaminés et ceux qui consommaient des légumes beaucoup contaminés. Et là, ils se sont aperçus qu'il y avait des grosses différences en termes de maladies et que, en fait, leur conclusion, mais je vous l'enverrai par mail, leur conclusion, c'était que si vous consommez des fruits et légumes contaminés, vous perdez tout l'acquis de consommer des fruits et légumes qui sont censés vous amener des fibres, on manque de fibres, des vitamines, etc. Et en fait, l'un annule l'autre, quoi. Donc c'est vrai que quand on lit ça, c'est un peu désarmant, quoi. Enfin, c'est pas désarmant, c'est pas le mot, mais ça montre l'importance que nous on a monté aussi dans Bionutrinet de consommer bio. Consommer bio, c'est bon pour la santé, mais c'est aussi bon pour la biodiversité, quoi. Je veux dire, si je vous enverrai le lien avec le film qui est passé à, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu à Arte TV sur pesticides, la fin des insectes, enfin, qui dure 1h20, tout est dit là-dedans, quoi. C'est-à-dire que les pesticides, notamment les insecticides et notamment les néonicotinoïdes, sont en train de nous détruire la biodiversité, quoi. Voilà, donc il faut avoir une vision systémique des choses et finalement, en changeant son alimentation, on peut jouer sur tous les leviers, quoi. Voilà. Alors après, il faut gérer ce problème de coût, c'est-à-dire dans la mesure où finalement les coûts de santé sont payés par l'assurance maladie, les coûts de pollution de l'eau sont payés par globalement le consommateur d'eau. Voilà, il faut. La question, c'est un petit peu comment on change, comment on répartit tout ça, quoi. Parce qu'en fait, le principe pollueur-payeur n'est pas appliqué à l'agriculture, et puis le principe de pollueur santé publique n'existe pas. Donc, voilà, il faut qu'il y ait des politiques qui soient suffisamment intégratrices pour intégrer tout ça. Donc, tous les PAT devraient totalement intégrer en priorité les recommandations du PNNS. Il ne suffit pas de dire je fais du local pour dire c'est super bien. Le local, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut changer aussi le régime des gens et puis faire en bio, faire de saison, etc. Moi, je voulais revenir un petit peu sur la dimension choix des citoyens et budget, coût d'une alimentation bio durable. Et je voulais avoir un petit peu votre avis sur le projet de sécurité sociale de l'alimentation qui commence tout doucement à poindre le bout de son nez un peu partout dans la société. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez de ce projet. Moi, je pense que c'est une idée qu'il faut vraiment creuser, hein, dans la mesure où finalement l'alimentation conditionne beaucoup de choses. Voilà, c'est 30% de nos gaz à effet de serre, ça influe beaucoup sur notre santé. Finalement, ça influe beaucoup sur l'environnement en général, hein. L'agriculture occupe une grosse partie de notre territoire, donc ça influe sur la biodiversité, ça influe sur les paysages. Donc, reprendre le contrôle, alors d'une façon intelligente, parce que moi, j'ai pas envie d'imposer un régime alimentaire aux gens, quoi. J'ai pas envie de leur dire qu'est-ce qu'ils doivent cuisiner et comment. Donc, il va falloir jouer subtilement. Mais je pense que ça peut être un socle. Enfin, ça rejoint un petit peu aussi les débats qu'il y avait là sur les chèques alimentaires, quoi. C'est vrai que si on peut, que tout le monde a accès à un minimum de produits de qualité qui assure sa santé, moi je pense qu'il faut aller là-dedans, quoi. Après, il faut voir comment on met ça en œuvre, mais il faut continuer à travailler sur cet axe-là.
voilà, et c'est quelque chose qu'on devra appliquer rapidement dans la restauration collective des écoles, quoi. Je veux dire, pourquoi dans les crèches, les écoles et les collèges, voire les lycées, pourquoi on n'a pas un régime qui colle intégralement au PNNS, voire même avec du 100% bio. Je veux dire, voilà, ça peut déjà démarrer par là et ça ferait un appel d'air, ça sensibiliserait finalement toute la population parce que finalement, tout le monde a des enfants dans les écoles. Ah bon, sauf les vieux. Mais donc, quand on voit l'expérience de Mouans-Sartoux, que j'ai présentée là dans le revers de notre assiette, là, je veux dire, ils se sont aperçus que les enfants étaient les meilleurs ambassadeurs auprès des parents. Et donc, la restauration collective peut être assez systémique. C'est-à-dire que si on arrive à convaincre les enfants voilà, qu'il faut manger autrement, voilà, qu'il ne faut pas jeter, donc il y a aussi tout un tas de techniques pour éviter les pertes dans les cantines. Et ben après, ça peut remonter aux parents et là, vous touchez énormément de monde. Voilà, donc la Restoco, ça peut être demain. Et déjà, l'objectif qui était qu'en 2022, on devait être à 50% de produits sous label et 20% de bio, on n'y est pas. On n'y est pas. Donc, ce n'est pas normal qu'on n'y soit pas, puisque c'est une politique publique. Donc là, il faut renvoyer aux élus en disant, voilà, où vous en êtes. Et vous avez des départements comme la Drôme, qu'on a été voir, le conseil départemental, où ils sont déjà à 40% de bio, et ils visent 60%. Et pour ça, ils aident les collèges en donnant une prime supplémentaire par rapport au coût du repas. Plus ils montent le bio, plus ils aident. Voilà, donc il faut mettre en place des outils pour accélérer tout ça, quoi. Puis après, ça peut être aider les magasins paysans, aider les coopératives de consommateurs, enfin, voilà, tous les marchés de plein vent de producteurs. Enfin, tout ça peut contribuer aussi à augmenter, à recréer des liens et accélérer tout ça, quoi. Voilà, ou Terre de Liens qui permet d'installer des maraîchers, même si c'est une toute petite part, c'est un signal. Donc tout ça va contribuer à lancer la dynamique, quoi. Avant de conclure, s'il n'y a plus de questions dans la salle, je voulais terminer quand même sur une note un peu positive, avant qu'on aille tous manger, mais j'avais noté que du coup, pour le vin, un consommateur conventionnel utilisait 35 mètres carrés de vin, il me semble, c'est ça, si les chiffres sont bons. C'est ça, ouais. Un consommateur bio, la même chose. C'est-à-dire que peu importe notre alimentation, faut qu'on consomme toujours du vin en quantité égale. Non. Alors, le vin, alors déjà, pas parce qu'on est au même niveau que c'est égal, parce qu'on peut, des fois en bio, on a des rendements quand même qui sont moindres, mais si vous en consommez moins, vous retrouvez à la même, globalement, à la même surface, quoi, ou à la même quantité. Ouais. Non, le vin, globalement, bon, c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas dépasser un verre de vin par jour, mais d'autres études ont montré que toute consommation d'alcool est pas bonne. Alors, à faible dose, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais quand vous faites de la modélisation des régimes alimentaires sur les recommandations nutritionnelles, l'alcool disparaît totalement. Voilà. Donc l'alcool, on va dire modérément, mais on ne peut pas dire que même un verre de vin soit forcément bon pour la santé, quoi. Voilà. Alors à un verre, vous ne risquez pas grand-chose, parce qu'il y a quand même le plaisir qui a aussi son importance. Voilà. Donc ça, c'est pour la réponse sur l'alcool, voilà, qui est quand même une cible, hein. Dans le PNNS, il y a bien une réduction de la consommation d'alcool, quoi. Alors, le vin, bon, comment dire, c'est vrai que c'est de faire disparaître la vigne en France, c'est un peu compliqué. C'est comme faire disparaître le comté ou le roquefort, quoi. Donc, c'est vrai que nous, dans notre scénario, on n'en est pas là, quoi. Donc, en fait, on réduit, mais on ne réduit pas les produits de qualité, quoi. C'est-à-dire que nous, dans notre scénario after, on ne réduit pas les AOP, quoi. On les augmente, quoi. C'est quand même des systèmes relativement performants, quoi. Vous voyez que le comté paye le lait 600 € la tonne,
ou 650 € la tonne, le double du prix de marché du lait en Bretagne, vous dites, putain, ils sont bons. Pourquoi ils sont bons? Parce que le comté est de très bonne qualité et que les gens achètent du comté. Donc là, vous avez un modèle sur lequel il faut continuer, quoi. Parce que aussi les producteurs de lait, ils sont membres de la coopérative du comté. C'est C'est-à-dire ça. Alors, il y a un système de fruitière, enfin, ils ont un cahier des charges qui est extrêmement verrouillé et qui a permis, mais c'est quand même la qualité du fromage qui est la clé de voûte de tout le système, quoi. Après, ils ont empêché que le système dérive. Donc là, le lait ne peut pas faire plus de 25 km depuis la ferme. L'agrandissement maintenant est complètement verrouillé. Voilà, les fermes ne peuvent plus s'agrandir ou très peu. Enfin, voilà, ils ont un modèle. Voilà, donc tout ça pour revenir à votre question, quoi. Il faut trouver des bons compromis, quoi. Moi, même si finalement on va dire l'alcool c'est pas bon pour la santé, un verre c'est pas non plus la cata et moi je me vois pas dire il y a plus de vignes en France, quoi. Voilà, donc voilà, il y a ce qu'il faut c'est consommer globalement moins, aller vers la qualité. Donc la qualité ça se paye, c'est-à-dire que si vous utilisez moins de pesticides, vous allez avoir des fois moins de production, quoi. Si vous achetez des poulets bio ou label rouge, c'est des poulets qui sont élevés à un minimum en 81 jours. Tous les poulets standards, ils sont élevés en moins de 40 jours. Donc, élever un poulet de 81 jours, forcément, ça coûte plus cher, même en énergie, même en gaz à effet de serre, sauf qu'il est d'une autre qualité. Donc, ça veut dire qu'il faut consommer ces poulets-là, mais en consommer moins. Voilà, il faut trouver le bon curseur, quoi. Voilà, donc, juste encore en note positive, vous noterez que dans le livre, pour chaque chapitre, j'ai quand même montré des success stories. Je pense que là où il y en a des intéressantes, c'est en Inde, notamment là, une zone coopérative où ils développent le coton bio. Mais il y a aussi là, récemment là, un État d'Inde qui est en train de passer au bio. Il y a déjà 1 million de paysans qui sont passés au bio. Ça, je pourrais aussi vous envoyer la note là-dessus. Et voilà, donc là, on a voilà, on a plein de success stories qui montrent que le basculement est possible, quoi. Voilà, faut amplifier. On est sûr que ça dure. Le Sri Lanka était passé au bio et ils ont des graves soucis. Alors le Sri Lanka, oui, bon, en plus j'en ai parlé dans mon livre, mais bon, moi j'y suis pas allé, je connais pas bien le contexte, il faut se méfier aussi il y a des situations particulières, quoi, politiques, etc. Donc oui, le Sri Lanka, ils sont pas en bonne posture, mais bon, c'est pas forcément à cause du bio ou je sais pas quoi. Je pense qu'il y a certainement d'autres raisons, et puis que la transition, on peut pas la décréter du jour au lendemain, quoi. C'est-à-dire que en Inde, ils en sont là parce que ça fait un moment qu'ils travaillent là-dessus, et ça se fait progressivement. Ils ont les structures, donc la transition pour qu'elle réussisse, il faut quand même qu'il y ait un contexte favorable, quoi. Qu'il y ait l'appui technique, qu'il y ait la consommation, qu'il y ait voilà. Donc voilà, donc il y a des échecs, mais voilà, le Sri Lanka en est peut-être un. Mais bon, faut avoir plus de renseignements pour savoir exactement ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que vous dites on dit que le bio, la biodynamie, ça ne marche pas bien à cause du changement climatique. Et ça, c'est des conneries, ça. Ça, c'est des fake news. Alors, j'ai entendu, le 22 avril, on a passé un 6e seuil sur 9. Il semble que l'eau verte, c'est-à-dire l'humidité des sols, elle a un problème. Là. Enfin, elle a passé un seuil où elle n'est pas sûre de revenir en arrière. Enfin, on est en train d'aller sans pouvoir revenir en arrière. Et ça produit une rétroaction positive. Quand c'est positif, c'est pas bon. Qui fait que si les sols ne sont pas assez humides, les arbres ne vont pas pousser, ne consommeront pas de carbone et ça va vers un engrenage, une accélération de réchauffement. Qui c'est qui a écrit ça? C'est des trucs du genre du GIEC. J'ai entendu à la radio, à une émission scientifique de 4 heures d'après-midi. Ouais. Enfin, en tout cas, le bio, il n'y a personne qui dit ça. Enfin, ça, c'est des fake news. Après, il faut regarder le texte, mais il faut faire attention.
aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde peut dire un peu ce qu'il veut. Donc, je pense qu'il faut remonter à des données un peu scientifiques pour voir la vraie réalité des choses, quoi. Bon. Écoutez, si vous avez l'information, vous me l'envoyez, je regarderai. Mais... Donc, moi, je vous enverrai là, par mail, vous ferez circuler là, les documents que j'ai cités. Voilà, et puis je vous souhaite une bonne continuation dans vos actions et vos projets, quoi. On a du boulot sur la planche, quoi. Merci beaucoup, Merci. Philippe. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous, hein. Au revoir. Bon, c'est évident de prendre, je pense, toutes les interventions qu'on a vues sur le côté, là. Avant qu'on se quitte, on avait fait circuler une feuille pour éventuellement vous envoyer le PowerPoint et le lien pour l'enregistrement. Donc, ceux qui le souhaitent recevoir, vous pouvez inscrire votre adresse mail. Hein, c'est pour ça que j'avais fait circuler la feuille. Est-ce qu'il y avait